comprend le principe de parcimonie. Et là, ce qui se passe, contrairement à ce que certains philosophes ont pu nous reprocher, pas tous, loin de là, mais certains, ah ouais, mais tout de même, vous naturalisez, un phrénologiste, vous biologisez l'homme. Mais ce dont on s'aperçoit, mesdames et messieurs, c'est qu'au contraire, c'est que ces singes et ces chimpanzés, ces grands singes, sont beaucoup plus humains qu'on l'avait imaginé. Et ça ne nous enlève rien. Et ce livre, si je peux me permettre de faire un peu de pub, il est lié à un film dont on vient de faire la conférence de presse, qui passera sur M6, c'est l'Odyssée de l'espèce 15 ans après. Avant, c'était mon ami Coppens, aujourd'hui, c'est moi. Et les journalistes ont eu ce choc. Ils disaient, mais attends, c'est quoi ce truc, quoi? Ils sont trop humains. Et je leur ai expliqué ce que je viens de vous dire. C'est que non, effectivement, tout ça est beaucoup plus ancien qu'on l'imaginait. Et donc, on a Toumaï qui, aujourd'hui, est le fossile le plus représentatif de l'émergence de la lignée humaine, mais au moment où on se sépare notre lignée, celle des chimpanzés. On ignore, mesdames et messieurs, quelle a été l'évolution des chimpanzés et des bonobos. On ne connaît rien. Par contre, après, sur notre lignée, on va arriver chez les australopithèques, Lucie et les autres. Et quand je suis rentré dans ce domaine-là, on n'avait que la pépé Lucie, superbe, et on avait sa petite cousine en Afrique du Sud, qu'on appelle Africanus. Aujourd'hui, on en est à 5-6 types d'australopithèques contemporains. On est en train de découvrir que notre famille a été extraordinairement diversifiée. Et après les australopithèques, ben c'est ça, c'est la grande question. Ça fait 60 ans que nous discutons, et par exemple, ça par contre c'est une notoriété publique, mais c'est scientifique. Yves Coppens et moi, nous ne sommes pas d'accord sur qui est le premier homme. Et voilà, donc je me suis permis de faire ce livre pour dire, attendez, vous allez voir, les autres sont beaucoup plus humains qu'on l'imagine, mais il y a quand même quelque chose de nouveau qui arrive quand on a les premiers hommes. Qu'est-ce qui, alors, à défaut de ce qu'on croyait être l'apanage des seuls hommes, les outils, les rites, etc., qu'est-ce qui définit maintenant, alors, la nouvelle définition de ce qui différencie l'homme de tous ses ancêtres? Il y a à la fois des caractères, bien sûr, anatomiques, morphologiques, et des caractères culturels. Jusqu'au moment où arrive Homo erectus, le premier homme patenté. Alors là, tout le monde est d'accord. On se discute qui est le premier, qui est émergent avant Homo erectus. Mais Homo erectus, il y a 2 millions d'années, ça, c'est un homme. Et là, dans la salle, personne ne le voit, sauf peut-être chauve et bien rasé, on verrait le crâne. Mais en dessous du crâne, il est comme nous. Et l'homme est Il est comme nous. Il y a 2 il est millions comme d'années. en dessous du corps. Et là, c'est une bipédie délirante. On a des jambes très longues, des pieds courts, la voûte plantaire, les orteils qui sont courts et accolés les uns aux autres. On a un bassin qui est en cuvette. On a au-dessus une taille. On a, évidemment, sur moi, c'est... Bon, ok. Et une cage thoracique en tronc de cône qui s'ouvre là. Et le mode de locomotion le plus simple de tous les mammifères. Mesdames et messieurs, nous ne courons, nous ne nous déplaçons, nous marchons que d'une seule allure, le trot. Si vous connaissez les chevaux, bien sûr, vous avez toute cette petite musique dans la tête, le pas, c'est une allure à 4 temps, tac, 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 tac. Le galop, tac, 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 tac. Et non, le trot. Et le galop, tac, 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 tac. Nous n'avons qu'une allure, on avance la jambe gauche, on avance le bras droit et vice-versa. Nous avons le corps couvert de glandes sudoripares. L'homme n'a pas perdu ses poils. Enfin, ceux qui disent ça, ils ne vont pas sur les plages en été quand même. Hein. Mais nous avons une autre pilosité, avec des poils beaucoup plus courts en moyenne. Et nous sommes une des rares espèces, les chevaux ont ça, à évacuer la chaleur tout au fil du corps. Et là, Homo erectus, c'est l'invention de la chasse par épuisement. C'est-à-dire, plutôt que de cavaler à toute vitesse et de surgir sur une proie, au contraire, on suit les traces. Et là, c'est les neurones de la lecture. Hypothèse de mon collègue. On attend qu'il s'épuise. On attend qu'il s'épuise. Vous avez tous vu ou entendu parler des chasses à courre. Il y a une chose qui peut vous surprendre, c'est comment se fait-il qu'un sanglier ou un chevreuil ou un cerf s'arrête dans une mare comme ça et il ne bouge plus, on lui donne un coup de dague. Parce qu'il est complètement intoxiqué, il n'a pas pu évacuer sa chaleur, pendant que nous, derrière, on peut cavaler 30 ou 20 km comme ça. Aucune espèce peut jouer au tennis, indépendamment de la main. Voilà. Mais tenir un match de tennis à la Nadal, c'est absolument impossible. Et à partir de là, on va conquérir le monde. L'homme est le premier grand singe à s'affranchir du monde des arbres. Cette physiologie extraordinaire, un plus gros cerveau, mais il y a autre chose. Il y a autre chose, c'est que l'homme va inventer la deuxième coévolution. La première coévolution, c'est valable pour toutes les espèces. C'est-à-dire que nous coévoluons avec tous les organismes vivants qui nous entourent. Vous savez que là, tel que vous êtes, mesdames et messieurs, 80% des micro-organismes qui vous composent ne sont pas à vous. Vous êtes là un écosystème. Ce qu'on appelle aujourd'hui le microbiote, qui est intégré dans la médecine. Voilà. Tout ça, on en parle de plus en plus. Ça, c'est valable pour toutes les espèces. Mais nous, on va inventer autre chose. C'est
nos évolutions morphologiques, biologiques et cognitives, donc le cerveau, avec nos inventions techniques et culturelles. Et là, ces hommes, c'est des données très récentes, vont entre autres inventer le feu et la cuisson. Or, le cerveau qui est là, c'est l'organe qui consomme le plus d'énergie dans notre corps. 20% de notre BD au quotidien, mais grâce à vous, Philippe, les gens montent à 25% aujourd'hui. Et donc, 20% de toute l'énergie pour les adultes. Uniquement le cerveau. Les enfants en dessous de 4 ans ou 2 ans, c'est 60%. C'est pour ça qu'ils bouffent tout le temps, les gamins. Je veux ma tartine. Bah oui, mais c'est pour leur cerveau. 60% de l'énergie. Les gamins en dessous de 2 ans, c'est 60. Ah oui, c'est absolument phénoménal. Et là, il va se passer quelque chose. On l'a fait disparaître, vous allez voir pourquoi. C'est qu'effectivement, on a cette bipédie extraordinaire. Et donc, il y a la cuisson. Alors, la cuisson, c'est pas sur la viande, comme on l'a dit. Un carpaccio, un tartare, ça passe tout seul. Par contre, un carpaccio de patates crues, vous n'êtes pas preneur. Et la cuisson de l'amidon, c'est une prédigestion, bien sûr, c'est 16 fois plus d'énergie. Le cerveau a besoin d'énergie. Et à partir de là, le cerveau va se développer. Et notre taille corporelle va augmenter. Parce que l'homme, notre espèce, mesdames et messieurs, est une espèce incroyablement plastique depuis 2 millions d'années. Et là, par contre, il se passe autre chose. On a cette bipédie extraordinaire, ce bassin refermé, une biomécanique extraordinairement efficace. Et pendant ce temps, pour la raison coévolutive indépendante, régime alimentaire cerveau, le cerveau devient plus gros. Et là, ça ne passe plus. Mesdames, sachez que la grossesse devrait durer 18 à 21 mois chez nous. La grossesse devrait... Oui, absolument. Vous dites, ouais, forcément, c'est un mec qui dit ça. Non, pas du tout. Parce que c'est corrélé à la taille du cerveau. Et on a une particularité qui s'est mise en place à cette époque-là. On ne sait pas comment c'est apparu, mais s'il n'y avait pas eu ça, on ne serait pas là pour en parler. C'est que le petit humain naît à 9 mois. Et après sa naissance, il va poursuivre une croissance du cerveau comme s'il était in utero. Donc le petit humain, il passe d'un utérus maternel, pardonnez-moi, à un utérus culturel. Et jamais l'expression de langue maternelle n'a été aussi vraie. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que là, ça va complètement changer notre vie sociale. Ce petit, pas forcément plus fragile, on entend qu'il est prématuré. Non, il n'est pas prématuré. Le petit bébé est énorme. Les gens qui, en sciences humaines, disent que le petit humain est prématuré, ils n'ont jamais accouché, ces gars-là. Le petit bébé humain est énorme. C'est un énorme bébé. Et à partir de là, effectivement, ce gros bébé, il a besoin de beaucoup de soins, de nutrition, et donc tout ça va changer nos vies sociales, qui vont nous entraîner vers les sociétés que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, à partir de là, l'évolution va aller très vite, parce que Homo erectus, grâce à ses environnements technologiques, il va changer le monde. Et surtout, avec le langage articulé, bon, avant, il y a des prémices du langage, hein, mais par exemple, l'outil, le biface, vous savez, c'est des outils bifaces, symétriques, etc. On a longtemps cru que c'était un outil très efficace. Il peut l'être, on est bien d'accord. Mais c'est tout aussi efficace, voire plus, de prendre un épi de bois, de le tailler en pointe et de le passer au feu. C'est même moins fragile. Et bien on sait maintenant que cet outil, il y a de l'émotion, il y a de l'esthétique. Ils font des dizaines de kilomètres pour chercher les belles matières. Eh bien, c'est l'invention de la cosmétique. Mesdames et messieurs, la cosmétique, la mode, l'apparence, nous sommes les seules espèces qui sont capables de transformer leur apparence en fonction des injonctions sociales, de la liberté individuelle qu'on peut avoir dans une société, le plaisir de séduction, etc. Nous sommes la seule espèce qui est capable de se transformer. Et la cosmétique, c'est comme cosmos. Donc ça veut dire qu'il y a des récits des origines, les premières narrations, comme on le fait là, on raconte une grande histoire. Et tout ça remonte à beaucoup plus anciennement qu'on ne le pensait. Donc voilà. Donc c'est ça l'homme. C'est pas la bipédie, c'est pas l'outil, mais c'est quel type d'outil, leur valeur symbolique, leur valeur d'échange, les nouvelles formes sociales, les nouvelles capacités cognitives, ces capacités physiologiques extraordinaires. Et à partir de là, on va dominer le monde. Et ça, les conséquences sont immédiates. Les premiers hommes en Europe, c'est quand ? Justement, on en parlait avec monsieur le maire. Il y a des sites dans la région qui, malheureusement, à l'époque où ils ont été fouillés, n'ont pas été bien datés. Alors, on aimerait bien, nous, que ces sites d'Auvergne soient bien datés, mais on n'y arrive pas pour l'instant. Ça ferait remonter les premiers hommes en Europe quasiment vers 2 millions d'années. 2 millions d'années. Donc, en tout cas, les choses certaines, c'est que les hommes sortent d'Afrique vers 2 millions d'années. Très vite, ils vont en Asie. Nos collègues chinois sont en train de nous dire qu'il y a peut-être des traces de feu à 2,3 millions en Chine, mais alors eux, ils veulent le plus ancien. Vous savez, c'est les Chinois, s'ils peuvent trouver un bout de Lucie, ils ne vont pas le louper. Hein. Mais c'est normal, on a fait pareil, nous, les Occidentaux. Hein. Mais c'est de bonne guerre. Mais en tout cas, la période autour de 2 millions d'années a été extrêmement rapide.
Les traces avérées des hommes en Europe, c'est 1 million d'années sûres, notamment en Espagne, en Italie, dans des régions comme ça, un petit peu l'Europe centrale. C'est certainement plus ancien. Certainement plus ancien, mais là, comme je vous disais, on a pas mal d'incertitudes sur la validation des données. Et il s'agit donc d'Homo erectus, quoi. Et après ça, entre 1,5 million d'années et 500 000 ans, on a des fossiles en Afrique, en Europe et en Asie. On a de plus en plus, bien sûr. On a l'archéologie, bien sûr. Ils se rabattent avec leurs outils. Donc ça nous aide énormément. Par contre, on ne sait pas vous dire s'il y a eu une ou plusieurs espèces, etc. Parce que ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre actuellement. Et donc, toute l'histoire de l'homme, ce sont des migrations sur toute la surface du globe. Jusque-là, l'ancien monde, donc Europe, Asie, Afrique. Donc la terminologie d'ancien monde, ça vient de Christophe Colomb, mais ça tient aussi pour nous. Et en fait, ces hommes bougent extrêmement vite. Et ils ne sont pas poussés que par des nécessités alimentaires. Il y a aussi cette volonté d'aller peut-être voir un petit peu ailleurs déjà à cette époque-là. Parce qu'évidemment, ils bougent très très vite. Et c'est là qu'on va avoir des diversifications, parce qu'on sait que dès qu'on a des petites populations, où que ce soit, évidemment, on a des dérives génétiques. Et on commence à voir le résultat de ces dérives génétiques à partir de 500 000 ans maintenant. Enfin, entre 1 million et 500 000 ans. On sait maintenant, si nous avions eu cette réunion il y a 50 000 ans, le monde se divisait ainsi. Sur l'Afrique et le sud du Proche-Orient, nous les Homo sapiens, notre espèce Homo sapiens, les 7 milliards 300 millions d'hommes et de femmes d'aujourd'hui descendent d'Homo sapiens africains. Sur l'Europe, on a Néandertal et une partie de la Russie. Et ces hommes mystérieux de Denisova, on n'a qu'une phalange qui a été trouvée en Sibérie, dans l'Altaï. On a l'ADN mitochondrial, donc l'ADN qui transmet par les mitochondries. On sait qu'on a une autre lignée qui s'est séparée vers 1 million d'années, mais on ne sait pas comment ils étaient. Et là, peut-être que nos collègues chinois, ils avaient dit qu'ils avaient autre chose, ils avaient certainement raison. Donc il faut imaginer une humanité jusqu'à 100 000 ans, avec des Homo sapiens au sud, Néandertal au nord et à l'est, Denisova ailleurs, qui en fait échangeaient des gènes, échangeaient des cultures. Alors là, vous pouvez vous dire, et un instant, on a appris à l'école que 2 espèces, ça peut pas. Oui. Bon, on y arrive. Toutes les personnes qui ont la peau blanche dans cette salle, vous pouvez remercier les amours entre Néandertal et nous, les Homo sapiens. Parce que Néandertal a acquis la peau claire, qui est une adaptation, qui permet de laisser passer les rayons ultraviolets plus facilement à travers la peau et qui synthétise la vitamine D et donc permet d'avoir des squelettes robustes. Quand on est africain, le problème est inverse. C'est de ne pas avoir le risque de mélanome et de brûlure du soleil. Donc, en fait, personne ne prend le pas sur qui que ce soit. Tous enterrent leurs morts, tous ont des technologies extrêmement sophistiquées. Par exemple, aujourd'hui, on parle d'imprimante 3D. Néandertal a inventé l'imprimante 3D, ce qu'on appelle les techniques Levallois, enfin des techniques extrêmement élaborées. Donc tout ça s'échange. Et on sait qu'aujourd'hui, 2 espèces qui sont séparées depuis peu de temps peuvent échanger des caractères génétiques récents. Donc c'était le cas pour la peau claire. Donc nous, on sort d'Afrique, nous avons la peau noire. On rencontre monsieur et madame Néandertal dans le corridor de la mer Noire, dans ce coin-là. Et puis donc, on a quelques relations amoureuses. Et ça, c'est ce que j'explique aux entreprises quand on a une croissance externe. Il y a 2 façons d'acquérir de l'innovation. Ou vous le faites en interne, ou vous faites l'amour avec les autres, croissance externe. Bon, ça fait un peu paniquer les DRH. Mais non, ce que je suis en train de vous dire à travers cette façon de dire les choses un peu triviale, c'est qu'il n'y a jamais une seule façon d'acquérir des caractères. Par exemple, la race noire, aujourd'hui, ça n'existe pas. Il y a plusieurs combinaisons génétiques complètement différentes. Vous et moi, là, qui sommes à Vichy, nous sommes plus proches génétiquement des Bantous subsahariens que les Bantous à peau noire ne sont proches des Papous qui ont la peau noire. Donc, notre espèce est extraordinairement plastique. Donc, attention aux mauvais clichés, dont je ne vous accuse pas, mais tout ceci est une histoire de variation et de diversification. Et puis voilà, il y a un événement majeur qui arrive vers 100 000 ans. C'est l'homme moderne, donc vous et moi. Homo sapiens, il est enraciné sur l'Afrique depuis 250 000 ans. Ça, c'est des fossiles. Et puis, une nouvelle discipline vient nous aider à ce moment-là, c'est donc la paléogénétique. Donc c'est comme ça qu'on sait que Néandertal avait la peau blanche, qu'on a échangé des gènes, etc. On a aujourd'hui le génome de Néandertal. Et là, c'est quelque chose de nouveau. Nous, les Homo sapiens, nous sortons d'Afrique vers 100 000 ans, et ça va tellement vite, que nous sommes même en Australie, voire même en Amérique du Sud, avant d'être en Europe. Et pour quelle raison ? C'est parce que Néandertal nous empêche de passer, même si on fait l'amour avec eux. On fait l'amour, mais chacun chez soi.
Par contre, ils vont plein est à toute vitesse. Alors ça, on le sait avec les fossiles, mais là, par contre, les fossiles, on n'en a pas beaucoup. Mais surtout avec la reconstitution génétique des flux de population. Et maintenant, on pense même qu'il est possible que des hommes sont arrivés en Amérique du Sud avant de passer par le détroit de Bering. C'est en train d'être confirmé. Qu'est-ce qui fait que nous allons cette fois dans les nouveaux mondes? Donc là, mesdames et messieurs, vous savez qu'on parle de la conquête de Mars. Elon Musk, là, avec SpaceX, etc. Mais Mars, on sait où c'est une question de temps. Maintenant, je vous dis, voilà, réfléchissez un instant, vous étiez à 70 000 ans, la mer de Timor, donc à l'est de Java, et devant vous, c'est 80 km de mer. Vous savez que c'est l'horizon, c'est 40 km. Maintenant, imaginez, vous n'avez pas de carte, vous n'avez pas Google Maps. Quelle aventure. Et vous emmenez des hommes, des femmes et des enfants vers l'inconnu absolu. Vous emmenez des femmes et des enfants dans l'inconnu absolu. Et bien c'est ça Homo sapiens. Et Homo sapiens, même si ça existait avant, l'art, les parures, Néandertal en avait, mais c'est l'explosion symbolique absolument hallucinante. Ça veut dire qu'ils ont d'autres représentations du monde. Et quand certainement beaucoup de personnes qui sont présentes en ce moment-là étaient présentes avec l'intervention précédente de Marcel Gauchet, on sait bien aujourd'hui qu'on est dans une réelle difficulté, c'est quel est le monde dans lequel on va. On sait que ce monde change, mais on ne sait pas où il va. Et là, je suis entièrement d'accord avec Marcel Gauchet. Eh bien, ces hommes et ces femmes ont été capables, il y a 70 000 ans, d'aller vers l'inconnu absolu. Ça donnera les aborigènes, ça donnera une partie des Amérindiens, etc. Et ça, c'est une caractéristique qu'on n'avait pas, même chez les merveilleux néandertaliens, apparemment. En France, les hommes, 20 000 ans, on dit 20 000, 30 000 ans. Cro-Magnon, oui. Entre 38 000 et 40 000 ans, effectivement. Parce que Néandertal était bien implanté. Oui. Il ne nous ressemblait pas du tout. On était assez différents, quand même. Ah, si, vous auriez fait physiquement. Vous auriez fait un Cro-Magnon tout à fait convenable. Hein. Mais comme nous tous, d'ailleurs. Ah non, c'est vous et moi. Cro-Magnon, c'est vous et moi. Personne ne le reconnaît, même pas moi. Ah oui. C'est vraiment nous. Mais néanmoins, il va se passer quelque chose. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes... Vous disiez qu'ils marchaient plus vite. Oui, c'est ça. Nous sommes une espèce très plastique. Je me permets d'insister là-dessus. Parce que là, ça est en train de nous tomber dessus à toute vitesse. Les inventions des agricultures. Alors là, c'est beaucoup plus récent. Parce qu'à partir de là, il n'y a plus qu'Homo sapiens sur la Terre, hein, nous. Notre expansion fait qu'au bout d'un moment, Néandertal va disparaître, Denisova va disparaître, il ne reste que nous, les Homo sapiens. Et vous savez, mesdames et messieurs, qu'il n'y a qu'une seule espèce sur la Terre aujourd'hui. Tout homme peut se reproduire avec toute femme, ce qui a été largement démontré par les marins, les militaires, les missionnaires, et aujourd'hui par le tourisme. Donc, il y a bien une seule espèce. Et à la faveur du dernier réchauffement climatique, dans lequel nous sommes encore aujourd'hui, on appelle ça l'Holocène, il y a les inventions des agricultures. C'est même pas là, c'est comme tout à l'heure l'homme et le singe. Plusieurs agricultures apparaissent indépendamment dans le monde. Et là, on ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, ça apparaît. Et l'invention des agricultures, c'est sympa. C'est les cités, c'est nos civilisations, sauf que c'est l'invention du travail, c'est l'invention de la sédentarité, c'est les villes, et il y a une chose qu'adorent les microbes et les bactéries, c'est les villes. Les villes. Les villes. Ça se diffuse à toute vitesse. Eh bien, monsieur et madame Cro-Magnon faisaient 1m70, 1m80, avec un squelette beaucoup plus robuste que le nôtre et des muscles pour animer tout cela, et un cerveau plus gros que le nôtre, 1550 cm3. Et l'invention des agricultures va faire que la taille corporelle, la taille du cerveau vont diminuer. On n'a fait que retrouver, après la Seconde Guerre mondiale, la stature de Cro-Magnon dans les pays industrialisés et post-industrialisés. Par contre, on n'a pas retrouvé la masse musculaire, on n'a pas retrouvé la masse squelettique et on n'a pas retrouvé les 200 cm3 de cerveau, ce qui se voit dans les débats politiques. Non, je plaisante, pardon pour nos chers amis politiciens, mais c'est trop facile. Oui, là, ouais. Donc, alors, une fois, une journaliste m'interroge. Ah bah ouais, mais alors, elle me dit, mais attendez... Si on a un cerveau plus petit que Cro-Magnon, que vous et moi, c'est qu'on est plus intelligent. Je vous réponds par une question. Le cerveau des femmes en moyenne est plus petit que celui des hommes. Qu'est-ce que vous en pensez? Question idiote. Donc, et donc là, il faut savoir, vous savez que les armées napoléoniennes, ces géants que décrivait Victor Hugo, c'était 1m57. Vous savez bien quand vous visitez des musées sur les armures du Moyen-Âge. Quand on voit les lits à l'époque. Quand on voit les lits. Mais tu sais ce qu'il me raconte? Ah bah, Pau, on s'est rencontrés la première fois, il me dit, il couchait Roquevilliers. Tu dis, arrêtez de déconner, ils étaient plus petits, quoi. L'incapacité de voir. Ils étaient beaucoup plus petits. Quand vous êtes dans les maisons de campagne qui sont ici, vous cognez en passant d'une pièce à l'autre dans la poutre, vous vous dites, ces imbéciles, ils construisaient pas bien. Non, mais ils passaient, eux, pas vous. D'accord? Mais, attention,
regardez notre plasticité. Ma génération des baby-boomers, qui a bénéficié d'une période pas trop polluée, d'une bonne éducation. Bonne nourriture. Bonne nourriture. On respectait nos maîtres à l'école et nos maîtresses. Et puis, si on faisait une bêtise, on se faisait corriger. Ce qu'on ne peut plus faire. On faisait beaucoup de sport. En plus, années 70, on a été chaud sur d'autres critères. Et qui aurait imaginé que nous allions gagner 20-25 ans d'espérance de vie? Personne ne pouvait imaginer ça, mesdames et messieurs. Alors ça plombe complètement les comptes de la sécurité sociale et de la retraite par répartition, mais nous, les baby-boomers, on ne va pas se suicider pour établir les comptes, d'accord? Il y en a encore là pour 20 ans. On ne va pas lâcher. Si les jeunes vont lâcher le volant avec la Google Car, nous, on ne lâchera jamais le volant, je peux vous le dire. Qui pouvait imaginer ça? Mais regardez, l'évolution, c'est toujours un compromis, mesdames et messieurs. On a acquis cette espérance de vie, et vous savez qu'il y a une enquête récente qui a été publiée dans le Lancet, il y a un mois maintenant, sur les perspectives en ce moment de notre révolution. Eh bien, c'est assez intéressant. Les pays où vont se prolonger encore un peu ces améliorations qu'on a connues en 50 ans sont la France, les pays d'Europe du Nord et le Japon. Aux États-Unis, c'est en train de rechuter. C'est-à-dire la vie va continuer d'augmenter en moyenne, l'espérance. Mais l'espérance de vie diminue aux États-Unis avec l'obésité, la perte d'activité, la sédentarité, etc. Et on sait maintenant que le QI est en train de redescendre. Donc l'évolution n'est pas un long fleuve tranquille progressiste. C'est-à-dire que nos environnements bougent tellement vite aujourd'hui, et l'OMS a annoncé il y a 3 jours qu'il y a chaque année aujourd'hui, la première cause de mortalité de mort chaque année aujourd'hui, c'est les pollutions, 1 800 000 jeunes enfants qui meurent à cause de la pollution. Donc, ce n'est pas une petite plaisanterie. Donc, vous voyez, c'est formidable de partir de Homo erectus, on dit ça y est, on voit l'homme conquérant, super. Mais regardez, avec les agricultures, eh bien, on a acquis certaines choses, mais il y en a d'autres qui ont été compliquées. Et par exemple, qui aurait imaginé que nous aurions les maladies neurodégénératives? Personne ne pouvait imaginer cela. Pour quelle raison? L'explication est assez simple pour nous, même si les conséquences sont dramatiques. C'est que les bases génétiques, qui ne sont toujours pas connues d'ailleurs sur les maladies neurodégénératives, on ne connaît toujours pas les bases génétiques, mais c'est qu'en tout cas, les fondements biologiques, on va dire, associés à ces maladies neurodégénératives, n'ont en fait jamais été contre-sélectionnés parce que les personnes se reproduisaient ou mouraient avant 40 et 50 ans, avant nos générations récentes. Et donc, voilà, c'est ça. C'est à la fois la beauté et le côté terrifiant de l'évolution qui fait qu'effectivement, voilà, c'est toujours, on appelle ça la course de la Reine Rouge, ça va toujours, il y a toujours des choses acquises et des choses, effectivement, qu'il faut renégocier ou repenser. 2 minutes, une dernière question sur les robots. Ouais. Est-ce qu'on est en train de pouvoir fabriquer des hommes, des futurs hommes? Des hommes, non, mais là, on y est déjà. Et tout à l'heure, Marcel Gauchet parlait d'une révolution silencieuse. Et en fait, c'est un phénomène complètement darwinien. Darwinien. Je vous explique pourquoi. Je reviens, je vous l'avais promis, cette histoire à la vision colorée. La vision colorée, ce sont des gènes qui sont sur le chromosome X et chromosome numéro 7, chez nous les singes. Chromosome X, chromosome des femelles et des femmes, chez les mammifères. Là, il y a 35 millions d'années, il y a un paquet de gènes sur le chromosome X qui s'est dupliqué avec une mutation. À partir de là, on a vu en 3 couleurs. Mais comme ça se passe sur le chromosome X, les femelles ont vu en couleur d'abord et pas les mâles. Et elles avaient les mecs à l'œil. Et il y a encore des espèces de singes aujourd'hui en Amérique du Sud où les femelles vont en couleur et pas les mâles. Donc nous, ça s'est stabilisé. Il y a eu d'autres systèmes génétiques qui sont mis en place. Je passe sur les détails. Mais attendez. Les gènes, ils ne sont pas mutés en se disant on va faire un petit colloque avec Philippe parce qu'il est formidable. Dites Philippe, c'est quoi le problème? Si on voyait en couleur, ça serait quand même super mieux. Ça ne se passe pas comme ça. Les caractères, mesdames et messieurs, n'apparaissent pas parce qu'on en a besoin. Mais une fois que les caractères sont là, ou ils sont sélectionnés, ils ne le sont pas. Et à partir du moment où les femelles vont en couleur, elles vont sélectionner les mâles qui ont les plus belles couleurs. D'ailleurs, ça énerve ma femme. Depuis que je sais ça, j'ai toujours une pochette. Et là, ça va changer la vie sociale. Donc on a perdu la vie nocturne. Vous savez, tous les mammifères, quand on les croise la nuit ou un tapis réfléchissant au fond des yeux, nous on l'a perdu. Nous sommes essentiellement diurnes. Et à partir du moment où les femelles vont voir les mâles, eh bien, vous savez bien autour de vous, tous les mammifères qui nous entourent ont des pelages noirs, bruns, beige, blanc. Seuls les singes ont des couleurs. Et donc, ça va changer complètement nos vies sociales. Et les singes, c'est les seules espèces, carrément, à part certains loups, etc., où les mâles et les femelles vivent dans des groupes sociaux très complexes.
Donc ça a changé la vie sociale. Mais ça va changer l'écosystème. À partir du moment où on voit les couleurs, on va sélectionner les fruits les plus colorés, les plus juteux, les plus fructueux. Et à partir de là, mesdames et messieurs, la biodiversité est multipliée par 10. Donc voilà, je voudrais que vous compreniez bien ce que ça veut dire l'évolution. Vous avez un caractère qui apparaît sans aucune raison, ça change complètement la lignée des singes, ça change complètement l'écosystème. Quel rapport avec ce qui se passe aujourd'hui? Des garçons et des filles se réunissent sur une plage en Californie il y a 3 ou 4 ans. Les marshmallows, le surf, les beaux maillots de bain, sympa. Et ils font un hackathon. Un hackathon, c'est quand des personnes se réunissent et essayent de résoudre un problème ou se lancent des défis à travers donc, leurs algorithmes, en se connectant avec leurs ordinateurs, etc., etc. Les hackathons étant aujourd'hui une méthode d'innovation très développée dans les entreprises. Et il y en a un ou une, je ne sais plus, qui dit « Tiens, j'aimerais bien une messagerie courte pour envoyer à mes amis. » Vous avez compris, c'est Twitter. Où je veux vous avertir, c'est que ça ne coûte rien à faire. C'est comme notre mutation de tout à l'heure. On est entre copains et copines, on fait une application, ça ne coûte rien. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. On a passé un bon moment ensemble. Mais si ça marche, ça change le monde. Vous imaginez bien que ces garçons et ces filles qui ont fait un hackathon sur la plage, ils pensaient que ça allait être les fake news ou les faits alternatifs de Trump aujourd'hui? Pensez ça, vous? Bien sûr que non. Donc Twitter, ça aurait pu ne pas marcher, ça a marché. C'est la première campagne présidentielle d'Obama absolument extraordinaire. La deuxième, il s'en sort bien. La troisième, de toute façon, il ne pouvait pas être éligible, mais on a vu ce que fait Donald Trump avec ça. Twitter, c'est les printemps arabes. Twitter, c'est les systèmes automatiques de spéculation sur les valeurs de la City. Twitter, c'est également les fake news. Donc, d'ailleurs, vous savez qu'il y a Donald Trump et sa conseillère en communication s'appelle Kellyanne Conway. Alors, je vous permets de vous offrir 2 néologismes. Les fake news, ce sont des Trumperies et des Connery. Mais ça change complètement, comme vous l'avez dit, Philippe, le métier de journaliste aujourd'hui. Le métier de journaliste, on n'a jamais autant besoin de Mediapart, de Slate, Huffington Post ou des autres plus classiques pour vérifier les données, etc. Et donc, vous imaginez bien que les jeunes autour du feu se sont dit « Allez, on va faire ça parce que dans 15 ans, il y a Trump qui va nous foutre le bazar. » Eh bien, c'est ça l'évolution. Et cette révolution silencieuse, c'est ça. C'est que vous, mesdames et messieurs, comme moi, dès que vous utilisez une application, etc., vous structurez cet espace digital darwinien. Et c'est ça, cette révolution silencieuse que personne n'a conceptualisée. Et depuis Condorcet, pardonnez-moi d'être un peu présomptueux, mais depuis Condorcet, un des grands conceptualisateurs du progrès, bien sûr, parmi d'autres, mais vraiment, Condorcet quand même. Eh bien, pour la première fois, mesdames et messieurs, depuis 2 siècles, nous savons que le monde change, que nous sommes plus ou moins les acteurs de changement, sauf qu'on n'a plus de vision de progrès, on n'a plus de grandes idéologies. Voilà pour compléter ce que disait tout à l'heure notre ami Marcel Gauchet. Et ce qu'on vient de faire là, ce qu'on appelle la consilience. Et la consilience, c'est quand des personnes de formation et de compétences et de cultures très différentes, comme Marcel Gauchet et moi-même, et certainement tout à l'heure Raphaël Enthoven et d'autres, nous convergeons sur un même constat de changement, en tout cas sur ces mécanismes. Mais je crois qu'aucun de nous ne sait où va le monde. Mais ça s'appelle l'évolution. 35 millions d'années, vous avez fait le tour en 1 heure. Super rapide, Pascal Pic. Hein, vraiment. Merci. Bravo. Voilà, merci beaucoup. Philippe. Merci beaucoup.